Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de Présidentielle 360. Voici les titres. Jour J-3 avant le premier tour de la présidentielle, un scrutin inédit à bien des égards, marqué par une défiance des citoyens envers les élus et un besoin de renouvellement rarement égalé pour une élection. On reviendra sur les temps forts de cette campagne avec mes invités dans un instant. Dernier volet de notre série consacrée aux grands enjeux de la présidentielle. Aujourd'hui, on s'intéresse aux moyens de la justice, un thème trop absent dans les programmes des candidats, alors que la France est toujours en bas du classement de la justice en Europe. Reportage à suivre. François Asselineau a fait du Frexit son mot d'ordre dans cette campagne. Inconnu du grand public il y a encore peu, nous l'avons suivi à Lyon lors d'un de ses meetings-conférences et vous allez le voir, ses partisans refusent l'appellation de petits candidats. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag présidentielle360. C'est donc une élection placée sous le signe de la nouveauté. Nouveauté dans les candidats, on en parlera, mais aussi nouveauté dans le déroulement du scrutin. Pour la première fois, les bureaux de vote fermeront à 19h et à 20h dans les grandes villes pour empêcher la divulgation des résultats, comme le prévoit la loi votée en avril 2016. Sandra Cerquera. Pour la première fois, la majorité des bureaux de vote fermera à 19h et non à 18h comme c'est le cas habituellement. De quoi angoisser les sondeurs qui doivent fournir aux médias des estimations fiables pour 20h. À quoi s'ajoute une plus grande incertitude avec 4 candidats donnés au coude à coude. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Dans ces conditions, connaîtra-t-on dès 20h le nom des 2 qualifiés? Pas si sûr. Limiter les fuites qui interviennent avant 20h dans les médias étrangers, c'est la principale raison de la loi votée en 2016, qui repousse la fermeture des bureaux de vote. Avec une heure de moins, le travail des instituts de sondage s'annonce plus compliqué. Pour prendre les devants, le nombre de bureaux tests pour faire remonter les résultats augmente, passant de 150 à 300. Cela suffira-t-il? Tous les sondeurs sont unanimes, il existe bien une possibilité que les noms des 2 qualifiés ne soient pas connus à 20h, pourraient alors apparaître sur les écrans non pas 2 visages, mais 3 ou 4. Et les regards seront aussi tournés vers la participation. C'est une des clés de ce scrutin. Elle est estimée à 72%, un taux relativement faible qui en dit long sur la défiance des citoyens envers la politique. Héloïse Grégoire, Stéphane Amalian. On annonçait l'abstention historique. Mais selon cette dernière enquête du Cevipof réalisée par l'Ipsos Sopra Steria, l'indice de participation est en hausse de 6 points. On est dans la dernière ligne droite. On a longtemps dit tout au long de la campagne que les Français n'étaient pas forcément très intéressés par le spectacle auquel ils pouvaient assister. On voit bien, là, à quelques jours du premier tour, que petit à petit, les électorats se mobilisent. 72%, c'était 66% il y a 10 jours, donc c'est une progression considérable. On est toujours sous la participation qu'on a pu mesurer lors des 2 précédentes élections présidentielles. Un niveau similaire à 2002 où l'abstention avait atteint un record de 28,4%. 72% des Français sont certains de voter, mais un quart hésite encore entre plusieurs candidats. On détermine son vote au dernier moment. Il y a probablement des gens, une part significative des Français qui décideront le dimanche matin ou en faisant la queue ou en étant dans l'isoloir. C'est assez nouveau, ça. Il y a toujours eu des indécis de la dernière minute, mais jamais autant en tout cas que cette année en 2017. 4 candidats se dégagent des autres. Emmanuel Macron et Marine Le Pen font la course en tête. Un duo gagnant qui peut être bouleversé par les indécis. Et Tam Tranui m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam. Bonsoir Delphine. Avec vous, on va voir les propositions des différents candidats que vous passez au crible dans cette présidentielle. Vous êtes intéressé à une des mesures phares du programme de François Fillon, le candidat de la droite qui l'a dit et répété. Il veut supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. On l'écoute, il était d'ailleurs interrogé par nos confrères de RTL ce matin. Il y a 5 500 000 fonctionnaires en France, enfin, emplois publics plus exactement. Sur ces emplois publics, on met toujours en avant les emplois opérationnels, ceux qui sont au front, les policiers, il y en a 150 000, les infirmières, il y en a 290 000. On parle jamais de l'énorme bureaucratie qui s'est créée dans notre pays. Et c'est là où je veux faire des transformations très importantes, qui parfois iront à beaucoup plus que 1 sur 2. Il y a beaucoup plus de gens qui administrent la santé que de médecins et d'infirmières qui soignent. Il y a beaucoup plus de gens qui administrent l'agriculture que d'agriculteurs dans les champs. Il y a un moment où cette bureaucratie écrase le système. Et c'est aussi pour ça que je veux réduire le nombre d'emplois publics.
Alors on vient de l'entendre, Tam, François Fillon veut supprimer 500 000 emplois publics sur l'ensemble du quinquennat. Sur quels effectifs compte-t-il? Bien, vous avez bien dit emploi public et pas fonctionnaire. 500 000 fonctionnaires, c'était sa première proposition et c'était impossible à faire sauf à ne remplacer aucun des fonctionnaires partant à la retraite. Du coup, ça fait déjà quelques mois que François Fillon parle d'emploi public et pour obtenir cette trajectoire, François Fillon détaille et il compte sur 120 000 départs à la retraite de fonctionnaires par an et 100 000 contractuels dont les contrats arrivent à échéance chaque année. Et en faisant 1 sur 2 sur chaque catégorie, il supprime donc 110 000 postes par an. Sur un quinquennat, ça fait 550 000 postes. Je précise tout de même que Nicolas Sarkozy, sur son quinquennat, n'avait réussi à supprimer que 144 000 postes. Est-ce que ça paraît faisable d'un point de vue arithmétique? Bien, oui, a priori c'est faisable arithmétiquement, même s'il est un petit peu optimiste sur les départs à la retraite des fonctionnaires. La Cour des comptes parle plutôt de 100 à 110 000 personnes. En revanche, difficile d'imposer une telle saignée pour les contractuels. Beaucoup de fins de contrat correspondent en réalité à des titularisations. Au bout de 6 ans, beaucoup de ces postes ont une forte utilité sociale. Ce n'est pas de la bureaucratie, comme le dit François Fillon. On parle de contractuels de l'éducation nationale, on parle de personnel de voirie, on parle d'aides-soignants. J'ai regardé par exemple pour les contractuels de la fonction publique hospitalière en 2013. Eh bien, 61% sont dans la filière soignante, 14% dans la filière technique ouvrière. Il y a seulement 12% de ces personnes dans la filière administrative. On est donc très loin des 50% de bureaucrates dont parle François Fillon. Et encore, il faudrait voir comment faire si la numérisation arriverait réellement à remplacer également ces fameux bureaucrates. Et j'utilise des guillemets. Est-ce que François Fillon compte aussi sur le passage aux 39 heures pour compenser la réduction des effectifs? Est-ce que ça pourrait être efficace? Oui, c'est la clé de la réduction du nombre de fonctionnaires, a-t-il déclaré. Sauf que 1 n'égale pas 1. Si un instituteur n'est pas remplacé dans une école, vous n'allez pas répartir son poste entre 10 enseignants. Tous les métiers ne sont pas non plus partageables ni substituables. Prenez par exemple une infirmière qui est aux 35 heures. Elle ne travaille pas réellement 35 heures. Elle met une partie de ses RTT sur son compte épargne-temps et donc la passer aux 39 heures, ça ne va pas résoudre l'équation, sans compter qu'il faut financer tout cela, travailler plus pour gagner pareil, ça risque de ne pas être très bien accueilli. Est-ce que la France n'est pas non plus une championne de l'emploi public qui pourrait faire bien des économies, comme certains de nos voisins? Bien, François Fillon dit souvent que son objectif, c'est de revenir au nombre d'emplois publics au début des années 2000. Il dit d'ailleurs qu'à l'époque, la France n'était pas sous-administrée, sauf qu'aujourd'hui, il y a tout de même 67 millions de personnes à peu près en France. En 2000, on était plutôt à 61 millions. Il y a donc une différence de population. Ce sont des personnes qu'il faut soigner, qu'il faut protéger, qu'il faut éduquer, qu'il faut même gérer administrativement. Et puis, si on prend le nombre d'agents publics rapportés à la population, la France se situe certes dans le haut du tableau de l'OCDE, mais elle n'est pas première. Avant nous, il y a tout de même un certain nombre de pays, notamment nordiques, la Norvège, le Danemark, la Suède ou encore la Finlande. En résumé, la proposition de François Fillon de supprimer 500 000 postes, 500 000 emplois publics, eh bien, elle fonctionne arithmétiquement, mais ce n'est pas qu'en se prenant à la bureaucratie, pour reprendre son expression. Et la France est certes bien classée au niveau de son taux d'emploi public par rapport au reste du pays de l'OCDE, mais elle n'est tout de même pas numéro 1. Merci beaucoup, Tam, et on vous retrouvera tout à l'heure. On parlera cette fois du programme de Jean Lassalle. Et à 3 jours du scrutin, on va revenir avec mes invités sur cette campagne inédite à plusieurs égards. Une campagne à l'issue incertaine pour une élection qui a cassé les repères traditionnels et qui promet un suspense jusqu'au dernier instant avec 4 finalistes dans un mouchoir de poche. Le débat, c'est tout de suite. Et pour débattre de cette campagne, mes invités ce soir, Jannick Halimi, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien. Merci d'être avec nous. J'accueille également Erwan Lestrohan, bonsoir. Vous êtes directeur d'études à l'Institut BVA. Et pour nous accompagner également, Christian Delporte, bonsoir. Historien, spécialiste de la communication politique. Première question avec vous, Jannick Halimi. On arrive donc dans cette dernière ligne droite. Cette campagne, si vous deviez la définir en un mot, un adjectif, que diriez-vous? En un mot, un adjectif: extraordinaire.
extraordinaire parce que par l'émergence de nouvelles personnalités comme Emmanuel Macron et également, toutes choses égales par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, qu'on n'attendait pas faire une telle irruption comme ça dans la campagne et dans le quartet de tête. Extraordinaire par l'émergence de nouvelles visions du monde. Je veux parler des deux populismes. Nous, on n'en a pas qu'un, on en a deux, de la France insoumise de Mélenchon et évidemment du Front National de Marine Le Pen, avec au cœur, ce n'est pas le seul élément de rupture, mais au cœur de leur programme et de leur vision du monde, la rupture avec l'Union européenne, on pourra revenir sur le calendrier, etc. Et puis troisième chose, il ne faut pas injurier l'avenir, mais l'effacement, pour ne pas dire, en tout cas l'implosion du Parti socialiste. Voilà ce que je retiendrai à l'heure qu'il est, parce qu'il peut y avoir d'autres éléments d'ici un quart d'heure. Jannick Halimi, c'est la particularité aussi de cette élection qui désoriente à la fois les électeurs, mais aussi les sondeurs, Erwan Lestrand. Oui, absolument. C'est vrai que c'est une campagne au cours de laquelle les instituts de sondage ont été amenés, non pas forcément à revoir leur logiciel, mais à réfléchir sur leur méthode de travail, qui a montré pour la séquence des élections primaires, surtout à droite, mais aussi à gauche, une forte volatilité de l'électorat, ce qu'on a retrouvé. Aujourd'hui, je pense qu'on identifie quand même qui sont les favoris de l'élection, même si on ça se stabilise quand même dans les dernières heures. Ça se stabilise. On voit que Emmanuel Macron et Marine Le Pen se redégagent devant et accroissent l'écart sur Jean-Luc Mélenchon et François Fillon. Pour autant, tout reste dans la marge d'erreur, ce qui fait que le scénario d'une présence ou de Jean-Luc Mélenchon ou de François Fillon reste crédible à 3 jours du premier tour. Ouais. Christian Delporte, quel regard porte l'historien justement sur cette campagne par rapport aux campagnes précédentes ? Les campagnes précédentes étaient marquées par une bipolarité, par une tripolarité. On n'avait jamais connu une quadripolarité. Et à l'arrivée, finalement, dans les sondages, un si court écart entre celui qui est donné premier et celui qui est donné quatrième. 4 points, 5 points, c'est strictement rien. Et puis surtout, quoi qu'il arrive, il y aura des conséquences politiques considérables. À gauche et à droite, ou à gauche ou à droite. Donc le paysage politique risque d'être bouleversé à l'issue de cette élection présidentielle. Alors on va continuer d'analyser ensemble cette campagne qui a commencé, il faut rappeler, par un coup de tonnerre avec le renoncement de François Hollande. C'était le 1er décembre 2016, une première pour un président sortant, Marie Brémaud. De l'avis de tous, les débats entre les 7 candidats de la primaire à droite furent de qualité. On a gouverné ensemble pendant 5 ans. Ce qui n'a pas empêché certaines vieilles rancœurs de s'exprimer au travers des petites phrases. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Mais au-delà des guerres de chapelle, la primaire de droite reste un succès avec une forte participation, plus de 4 millions de votants. Et au final, un plébiscite sans appel pour François Fillon. La victoire me revient. François Fillon, candidat surprise à droite, conduit les vieux lions vers la sortie. Je respecte et je comprends la volonté de ces derniers de choisir pour l'avenir d'autres responsables politiques que moi. Je vous souhaite bonne chance et je souhaite par-dessus tout bonne chance à la France. Monsieur le Président de la République. Dans la foulée, c'est François Hollande qui ferme la porte définitivement à l'Élysée. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Le président renonce. Le Premier ministre Manuel Valls veut naturellement prendre sa place. Ma candidature est celle de la conciliation. Et démarre la campagne express de la primaire de la Belle Alliance. Mais l'on voit surtout les divergences au sein du Parti socialiste. Et beaucoup de ceux qui auraient été directement concernés par la déchéance de nationalité étaient Charlie. Et ce qu'ils n'ont pas accepté, c'est que puisse être inscrit le principe d'une inégalité dans la Constitution entre citoyens. Pour au final voir émerger là encore celui qu'on n'attendait pas. Benoît Hamon, l'ex-ministre de l'Éducation nationale de l'ex-premier ministre Manuel Valls. Le début des embûches pour le candidat socialiste, mais cela, c'est une autre histoire.
Yannick Halimi, on vient de voir avec ce reportage de Marie Brémaud plusieurs caractéristiques. À la fois, je le disais, c'est la première fois que le président sortant ne se représente pas et que l'opposition est représentée par un candidat issu d'une primaire. Ça a pesé forcément dans ce qu'on peut constater aujourd'hui, cette déréglementation du système politique. Alors, vous avez raison. Le premier cas, c'est-à-dire le fait que François Hollande ne se présente plus, je dirais, a déréglé totalement l'emploi du temps de tous les autres candidats. C'est-à-dire que Manuel Valls s'est senti obligé d'y aller, en tout cas légitime à y aller. Il n'a pas préparé sa campagne, donc il a raté sa campagne, ce qui par ricochet a permis... Je schématise un petit peu, mais ce que je voudrais montrer, c'est que plus personne, au moins à gauche, n'était maître de son temps au sein de cette campagne, de par le fait que François Hollande, tout de même à l'étonnement général, donc ne veuille plus y aller. Donc je continue. Valls, ayant raté sa campagne, a laissé une place à Hamon, qui lui-même, pour des raisons autres, a raté également sa campagne et a laissé une place à gauche de la gauche, à Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même avait sa propre dynamique. Mais le fait que Hollande ne se présente pas, le ratage des campagnes et de Valls et de Hamon a laissé évidemment aussi un espace à conquérir à Emmanuel Macron, qui, ne l'oublions pas, venait aussi de la gauche tout de même, il était ministre de Hollande il y a quelques mois. Donc effectivement, le fait que François Hollande n'y aille pas a bouleversé totalement le jeu à gauche. Et juste pour terminer, la primaire, qui était une primaire à droite, a permis, c'est ce qu'on dit, enfin a provoqué une radicalisation. C'est-à-dire que même si c'était des primaires ouvertes, c'était quand même beaucoup, et qu'elles ont attiré 4 millions de personnes, je crois, c'était pas quand même un électorat général et national. Et donc ça a donné une prime au candidat qui était le plus ancré sur les valeurs traditionnelles, voire radicales, du parti Les Républicains, avec toutes les conséquences qu'il a pu avoir par la suite. Donc oui, les deux éléments que vous signalez sont effectivement déterminants. Ça a eu des conséquences inattendues, Erwan Le Strouhan, justement, ce renoncement de François Hollande ? Oui, alors c'est vrai qu'au moment où il renonce, François Hollande est autour de 10% des intentions de vote, après avoir commencé nos premières mesures aux alentours de 15-16%. Mais il y a une année très dure en 2016 pour l'exécutif. Il y a eu d'abord la déchéance de la nationalité, avec un débat qui s'est éternisé, la loi travail. Il y a eu l'ouvrage avec des journalistes du Monde, un président ne devrait pas dire ça, au moment de la rentrée. Donc ça a été une année assez cataclysmique pour l'exécutif, tant sur le plan du style présidentiel que de la ligne programmatique, ce qui a provoqué finalement, avec le renoncement de François Hollande, cette primaire où il y a une mobilisation contre Manuel Valls dans une certaine mesure, qui a porté Benoît Hamon. On a eu un électeur socialiste dans les participants, on avait la moitié à la primaire de la gauche qui était composée de sympathisants socialistes, grosso modo, ce qui fait pencher nécessairement la balance vers un candidat qui va être au-delà des frontières du Parti socialiste. C'est ce que Benoît Hamon a proposé de façon efficace, mais qui montre aujourd'hui finalement le manque de synthèse au sein du PS se retrouve aujourd'hui dans les difficultés électorales de Benoît Hamon. Oui, il me semble que c'est moins le renoncement de François Hollande que le système des primaires qui a tout bouleversé. S'il n'y avait pas eu de primaire à gauche, Hollande aurait sans doute été le candidat du Parti socialiste. Et de même, s'il n'y avait pas eu de primaire à droite, le candidat aurait sans doute été Nicolas Sarkozy. On aurait eu une campagne complètement différente. Ça, les Français n'en voulaient pas, visiblement. Christian Delporte. Plus classique. Et du coup, je ne sais pas si les primaires se sont institutionnalisées dans le système français. Mais c'est dû à une configuration particulière. C'est qu'à droite, finalement, on observait que les Républicains avaient de grandes chances de réussir l'alternance. Et on se disait... Le candidat désigné à la primaire sera celui qui remporte l'élection présidentielle, Marine Le Pen disposant d'assez faibles réserves de voix au second tour. Ouais. Donc on élisait un candidat, on faisait un casting de premier tour, où on désignait celui qui battrait Marine Le Pen au deuxième tour. Et du coup, la primaire s'est transformée en une prime à l'ADN du parti, qui a sacré François Fillon parce qu'il était le plus représentatif des attentes de l'électorat de la primaire. À l'inverse, on a une structure qui revient au même, mais qui n'est pas dans les mêmes conditions pour Benoît Hamon. C'est celui aussi qui est le plus représentatif du PS sur le plan des valeurs, le PS se sachant un peu condamné électoralement à désigner ce candidat plus représentatif sur le plan des valeurs. Il y a eu un élément supplémentaire cette année dans le cadre de la primaire de la gauche, c'est que autant à droite, on pouvait dire que la primaire a favorisé les éléments les plus radicaux des valeurs de droite pour faire vite, la rigueur, etc., la sécurité, l'ordre,
alors donc incarné par François Fillon, autant les primaires de gauche telles qu'elles ont eu lieu, par exemple, il y a 5 ans, n'ont pas du tout poussé en avant quelqu'un, par exemple, comme Martine Aubry, qui se rapproche de la ligne plus radicale, ce qu'on appellerait aujourd'hui plus frondeuse, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans, de Benoît Hamon. Donc il y a peut-être une petite différence à faire là-dessus sur les primaires de droite et les primaires de gauche, semble-t-il. Alors que Jean-Sébastien Ferjou nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, directeur de la publication d'Atlantico. On parle de ce renoncement de François Hollande qui a aussi impacté la stratégie de la droite. Pour la première fois, l'opposition qui n'a pas forcément pu faire campagne sur le thème de l'alternance. Oui, mais ça l'a impacté d'une double manière. Il y avait à la fois le fait qu'il ait d'abord, dans un premier temps, accepté de participer à une primaire, parce que c'est là où le principe d'une primaire de la gauche s'est mis en œuvre, et c'est aussi pour ça qu'il a été contraint d'une certaine manière d'y renoncer, parce qu'il constatait que vraisemblablement il n'était plus en état de gagner la fameuse primaire, alors que c'est parfaitement contraire à l'esprit des institutions de la Ve République. On peut vouloir défendre le principe de primaire, mais d'ailleurs c'est pas le cas aux États-Unis non plus. Un président sortant, même quand il y a des primaires, ce ne sont que des primaires de façade. On ne met pas en jeu un président. On ne peut pas avoir un président qui est censé représenter l'ensemble des Français et ensuite lui demander de ne représenter qu'une fraction de son propre camp. C'est complètement absurde politiquement. Donc il a abîmé les institutions encore plus que ce qu'il avait déjà fait et que ce que ses prédécesseurs avaient fait aussi, finalement en ayant de la peine à assumer la fonction, parce que là on parle beaucoup des défaillances des candidats ou de la manière dont la campagne s'est passée, mais finalement quel est le choix auquel sont confrontés les Français? Il y a des candidats qui sont des candidats du rejet du système dans lequel on vit, du système pas au sens complotiste, mais au sens des grands choix idéologiques qui ont été faits par la France depuis 40 ou 50 ans, l'économie de marché, le libre-échange, la construction européenne, certaines alliances géopolitiques. Donc il y a des candidats qui commencent à rejeter ça en bloc, et puis il y a des candidats du système ou qui le défendent d'une manière ou d'une autre, en étant incapables finalement de faire la critique de ce système-là, alors que les Français, eux, ne veulent pas... Enfin, les candidats du rejet, ils peuvent susciter une adhésion forte chez une partie des Français, sauf qu'ils suscitent aussi un rejet de ce rejet chez une autre partie des Français. Et donc les autres, on est un peu pris en otage au milieu, avec des candidats issus du système qui ne tiennent pas de discours critique. Le discours critique est absolument nécessaire parce qu'on voit bien que la mondialisation a produit certaines conséquences, notamment sur les catégories défavorisées. On voit bien que l'Europe ne fonctionne pas bien. Ça veut pas dire qu'il faut renoncer à l'Europe, ça veut dire qu'il faut se poser la question de comment mieux la faire fonctionner. Eh bien, là-dessus, la campagne a été extrêmement pauvre et qui plus est, je vais vous dire, les médias en sont pour partie responsables parce qu'il est beaucoup plus facile de passer des heures à commenter les affaires des uns, des autres, etc., que de parler de fond. Tout simplement, ça demande un peu de travail de parler du fond. Christian Delporte, ça va créer un précédent peut-être quand même dans ces périodes électorales, le fait que François Hollande ait renoncé selon vous? Non, c'est pas sûr, mais je pense pas que le système des primaires soit là forcément pour très longtemps. Il y a un biais considérable avec les primaires, c'est que la campagne est très très longue. Et là où on attend que ça crée une dynamique, finalement, ça s'éternise. Et les candidats sont finalement un peu épuisés, et les Français sont un peu épuisés de les entendre aussi. Une campagne présidentielle, il y a 30 ans, ça durait 2 mois. Là, ça dure 2 ans. Mais parce qu'on a voulu inventer les primaires comme une manière de renouveler la démocratie et que ça n'est absolument pas ça. C'est un système qui est profondément mortifère. Ou alors il faut qu'on change d'institution, tout simplement. Mais les primaires aux États-Unis ou les primaires dans les pays où il y a des primaires, c'est parce que les modes de scrutin sont profondément différents. Une primaire aux États-Unis, ça existe pour que chaque État soit représenté. Ça n'existe pas pour le plaisir de mettre des candidats du même parti en concurrence. C'est pour que chaque État puisse se prononcer et que même si vous êtes le Rhode Island ou un petit État, vous ne soyez pas noyé sous le poids de la masse des habitants de la Californie. C'est ça la logique des primaires. On n'est pas du tout dans ce contexte-là en France. On n'a pas voulu voir que les primaires étaient une manière de réinventer la démocratie censitaire plutôt que de renouveler la démocratie, parce que d'un point de vue sociologique, on sait très bien qu'il y a Donc c'est la fin des primaires, Jean-Sébastien Ferjou, il n'y en aura plus selon vous, même si ça correspondait à ce besoin de renouvellement? On voit bien que le système français n'est jamais à court de vices et de capacité à aller toujours plus loin dans le poison qu'il s'inocule lui-même. Janine Calimi, vous le disiez, les partis traditionnels... Oui, pardon. Les partis traditionnels qui vont peut-être très bien disparaître dimanche soir, est-ce qu'ils vont... Je disais que le Parti socialiste... Attendez les législatives avant de le dire. On verra. Je parlais du Parti socialiste qui risquait de s'effacer. Alors on peut parler des Républicains. Est-ce que ça va peut-être justement reposer cette question de l'existence des primaires, justement? Alors, je vais vous dire, tout a été dit sur les primaires. Je ne sais pas s'il faut les défendre. Je n'en sais strictement rien. En revanche, effectivement, cette année, ça a été la catastrophe au regard de tout ce qui
s'est passé, mais qu'est-ce qui est dû aux primaires et qu'est-ce qui est dû à d'autres choses, notamment aux affaires et au ratage de certains candidats. Je n'arriverai pas à faire la part des choses, mais je ne veux pas non plus défendre le principe des primaires. Je n'ai pas d'affection sociétatiste. Mais en revanche, en entendant peut-être Jean-Sébastien, je ne trouve pas que cette campagne, certes, elle a été longue, il n'y a pas de problème, mais je trouve au contraire, et d'ailleurs on le voit tout d'un coup sur votre écran, le taux d'abstentionnisme qui était le pire il y a 10 jours, risque d'avoir un taux de participation, le taux d'abstentionnisme qui était le pire, donc le plus élevé, risque de se renverser, il risque d'avoir un taux de participation record. Donc juste ce que je voulais dire, c'est qu'au contraire, cette campagne, et alors notamment pendant les primaires, où il y a eu des vrais débats de fond, certes, entre les candidats de chacun des camps, mais je crois qu'au contraire, au regard des enjeux de cette campagne dont on a parlé tout à l'heure, la montée des populismes, l'émergence de nouvelles personnalités, des programmes en rupture totale avec la vision du monde classique qui était la nôtre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'au contraire, les Français s'y intéressent, s'y passionnent, s'énervent, sans fatigue, s'épuisent, mais ça a été un objet politique extraordinaire qui doit faire renvoyer dans leur but certains, je ne dis pas tous, mais certains camps et certains partis populistes qui criaient haro sur l'establishment, haro sur les politicards, haro sur le tous pourri. En tout cas, le fait politique vit et est très vivifiant aujourd'hui au sein de la société française. Alors, y compris chez Jean-Sébastien Ferjou, séduits par les populismes. Vous en parlez mais pas vous en parliez, puisqu'on va voir maintenant le poids des affaires, puisque c'est un autre élément qui a pu peser dans cette campagne des révélations du Canard enchaîné à la demande de levée d'immunité parlementaire de Marine Le Pen. Ces affaires ont dominé les débats. Julie Hulin. 27 novembre 2016, François Fillon s'impose au second tour de la primaire de la droite. Les électeurs de la droite et du centre ont trouvé dans ma démarche les valeurs françaises auxquelles ils sont attachés. Imaginait-il alors que sa victoire surprise allait se transformer en cauchemar de campagne ? 24 janvier 2017, coup de tonnerre. À la une du Canard enchaîné, le début d'un scandale dont personne ne mesure alors l'ampleur. Suspicion d'emploi fictif, occupé par sa femme et ses 2 enfants, ouverture d'enquête judiciaire. Son image d'homme intègre, fier de ses valeurs, est mise à mal. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. François Fillon dément et joue le jeu de la transparence face à la justice. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. Au même moment, la stratégie de Marine Le Pen est tout autre. Elle aussi doit affronter les affaires. Soupçons d'emploi fictif d'assistant du Front National au Parlement européen, enquête sur le financement des campagnes de 2012. La candidate refuse de se rendre à la convocation des juges. Les Français savent exactement faire la différence entre des vraies affaires et des cabales politiques. 1er mars 2017, François Fillon annule sans explication sa visite au Salon de l'Agriculture. Après une matinée de rumeurs et de suspense, il annonce sa future mise en examen. Dénonçant un assassinat politique, il revient sur sa parole. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. Un reniement de promesses qui va choquer une partie de son camp. Près de 300 élus le lâchent. Mais François Fillon s'accroche, conforté au Trocadéro où il réunit plusieurs milliers de fidèles. Le plan B-Juppé s'efface définitivement, le courage de la vérité se transforme en une volonté pour la France. Les unes s'enchaînent, Fillon dévisse dans les sondages. De son côté, Marine Le Pen conserve son socle électoral. Accueillis par des concerts de casseroles, tous deux surfent sur la vague du complot, agitant la colère anti-système et notamment anti-médias. Les médias se déchaînent pour tenter de nous atteindre de leurs flèches venimeuses. Et tous ensemble, on va percuter les scénarios écrits par d'autres que nous. À quelques jours du premier tour, les écarts se resserrent, avec la possibilité que les 2 candidats poursuivis par les affaires s'affichent tous 2 en tête d'une exceptionnelle présidentielle. Erwan Nestrohan, dans quelle mesure ça a pu justement peser dans la campagne sur les intentions de vote que vous mesurez régulièrement ces affaires ? Alors tout d'abord, ça a pesé sur l'intérêt pour la campagne présidentielle. Ce qu'on observait comme taux d'intérêt pour la campagne présidentielle n'a jamais été aussi fort qu'au moment de la primaire de la droite et du centre. Ensuite, ça a régressé avec les affaires et c'est jamais revenu au niveau de 76-77%. On est revenu à 75% d'intérêt pour la campagne présidentielle. On est à un niveau élevé, mais c'est vrai qu'il y a des affaires qui ont un peu pollué
on a dans nos études qualitatives des remontées sur le fait que la campagne n'aborde pas suffisamment le fond. Finalement, c'est des débats tardifs. Le débat du 20 mars et celui du 4 avril qui ont pu permettre aux candidats vraiment d'avancer sur le fond, pour ceux qui n'ont pas été candidats à des primaires. Ça a pu peser parce que ça a fait reculer la base électorale, ça a détérioré la base électorale de François Fillon. On peut imaginer que dans une certaine mesure, ça a nourri la percée électorale d'Emmanuel Macron et que la probité des candidats devenant un des enjeux de la campagne, ça a pu servir aussi le style de Jean-Luc Mélenchon. Donc nécessairement, ça a pu faire bouger les lignes sur le plan électoral et ça aura compté dans la campagne 2017, quoi qu'il arrive. Et pour autant, Christian Delporte, Julie Hulin le rappelait à l'instant, on voit Marine Le Pen qui reste à un score, à un niveau d'intention de vote élevé, de même François Fillon qui est en 3e position, selon les dernières estimations. Oui, dans les deux cas, ce sont des affaires, ce ne sont pas exactement les mêmes. Elles ne sont pas ressenties par les électeurs de la même façon. Et Marine Le Pen n'a pas fait de la probité son image de marque, alors que c'était précisément ce qu'avait fait François Fillon. Et c'est notamment pour ça qu'un certain nombre d'électeurs sarkozystes, craignant les affaires qui traînaient avec Sarkozy, craignaient donc que Sarkozy soit affecté par ça pendant la campagne, et se sont réfugiés vers Fillon. Et puis il y a autre chose. Je dis, ce ne sont pas les mêmes affaires. Dans un cas, vous avez des soupçons d'enrichissement personnel, dans l'autre pas. Dans un cas, il s'agit d'argent du contribuable français, dans l'autre, du contribuable européen, même si le contribuable français fait partie du contribuable européen. C'est pas exactement la même chose. Et du coup, ça n'est pas ressenti de la même façon. Ouais. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que vous diriez que le thème dominant, ça aurait été la moralisation, cette demande justement de la part des électeurs, de plus de transparence, de plus de probité dans cette élection ? Je ne sais pas si ça a été le thème dominant, parce qu'il y en a quand même d'autres qui se sont installés, notamment le rejet du système, ou en tout cas de certaines politiques économiques ou de certains grands choix fondamentaux, quand je vous le disais tout à l'heure. Bien sûr que la moralisation de la vie publique s'est imposée comme l'un des thèmes incontournables de la campagne. Après, peut-être est-ce que ça aurait été différent si ça avait porté sur d'autres candidats aussi, parce qu'incontestablement, il y a un 2 poids 2 mesures dans le traitement médiatique et judiciaire des affaires en fonction des candidats qui sont concernés. Donc après, on peut ne pas avoir envie de le voir, on peut se réfugier derrière le principe par nature de l'impartialité de la justice, comme si la justice n'était pas parfois politisée. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'institution en tant que telle, ni l'écrasante majorité des juges. Simplement, on voit bien que là, dans l'instrumentalisation, moi je ne parle pas de complot au sens où quelqu'un aurait décidé d'abattre la candidature de François Fillon dans une opération parfaitement maîtrisée, ou celle de Marine Le Pen dans un autre registre. En revanche, on ne peut quand même qu'être troublé par les calendriers. Regardez Marine Le Pen, regardez d'ailleurs le 2 poids 2 mesures. Enfin, Corinne Lepage a écrit un livre disant que le MoDem lui demandait exactement la même mécanique vis-à-vis du Parlement européen, à savoir de faire salarier des gens du MoDem sur les crédits affectés aux collaborateurs parlementaires des députés européens. Aucune enquête n'a été ouverte. Aucune, parce que ce ne sont pas les mêmes candidats. Quand vous regardez même Marine Le Pen, on peut s'étonner, mais finalement Marine Le Pen, et après on dit c'est un parti financé par l'étranger, mais il n'y a aucun risque financier à vouloir à financer la campagne du Front National. Il ne trouve pas une seule banque en France qui veuille la financer. Donc qu'on le veuille ou non, il y a un système qui agit en privilégiant des candidats. Alors après, on ne vit pas du tout dans une dictature, parce que les gens ont les moyens de passer maintenant encore plus sur les réseaux sociaux ou ailleurs, de contrebalancer les choses, mais la campagne a été assez impactée malgré tout par ces instruments. Pas tant le fait que les affaires existent, mais par la manière dont elles ont été instrumentalisées. Et je ne comprends pas très bien qui les instrumentalise. Oui. Jean-Sébastien Ferjou. Oui, Jean-Sébastien, vous... Mais la preuve, non mais c'est parce que vous dites, pardon, je complète si vous me permettez votre question. Oui. Je suis désolée, mais vous passez habilement ou pas habilement, puisqu'on le repère d'un manque d'impartialité puis d'une instrumentalisation, et vous dites il faut surtout pas tomber dans le mythe du complot. Jean-Sébastien, je vous prie de m'excuser. Peut-être que la même chose. Mais je complète. Il faut dans ce cas-là apporter. Moi, je veux bien qu'on se pose des questions effectivement. Pourquoi l'enquête contre François Fillon, à propos de François Fillon, a été ouverte aussi vite, transformée en judiciaire assez vite, et puis débouchant sur une mise en examen. Sauf que si vous ne voulez pas tomber sur des thèmes quand même assez stigmatisants pour
qui d'ailleurs on n'en sait rien, apportez-en la preuve, Jean-Sébastien, parce que sinon vous participez de ce pourrissement du système. La preuve est sous nos yeux à tous. Un certain nombre, vous pouvez ne pas vouloir le voir, un certain nombre de magistrats l'ont souligné, la manière dont le calendrier des décisions a été pris concernant François Fillon, mais c'est la même chose pour le Front National, est parfaitement inhabituel. Alors c'est pareil pour le Front National ou pas? Il faut savoir. Vous disiez que c'était beaucoup plus lent pour le Front National il y a quelques temps. Je vous ai dit que de la même manière, le Front National était lui aussi confronté à une instrumentalisation de la justice et que si ces affaires-là avaient porté sur d'autres candidats, vraisemblablement elles auraient été traitées de manière différente. Le calendrier judiciaire... Mettez au moins un point d'interrogation à vos propos, moi je pense. Mais non, je ne mets pas de point d'interrogation. J'assume ce que je dis et j'assume aussi le constat que je fais du fait que les médias, oui, il y a quand même une homogénéité. Vous pouvez regarder les sondages qui ont été faits. Regardez les sondages qui ont été faits dans les écoles de journalistes, les sondages qui sont faits dans les différentes rédactions. Vous pouvez hausser les yeux au ciel. Jean-Sébastien, vous mélangez tout. Enfin, vous passez de la justice à l'instrumentalisation, à la formation dans les écoles de journalisme. Je vous ai parlé des deux. Je vous ai parlé... Allez-y. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, effectivement, les journalistes sont plus à gauche qu'ils ne sont à droite. C'est une réalité. Après, vous avez la preuve, peut-être. Comment? En tous les cas, ici, on a essayé de parler de toutes les affaires de manière impartiale. C'est juste absurde de ne pas vouloir le reconnaître. En respectant une déontologie journalistique. Sociologiquement, c'est une réalité de la même manière que les professeurs... Mais il y a des catégories de population qui votent plus. Vous êtes bien capable de dire que les ouvriers votent plus comme ci ou comme ça. Il y a des tas d'enquêtes qui le montrent. Je voudrais revenir quand même, Christian Delporte. Il y a des enquêtes qui montrent que les journalistes sont de gauche. Vous pouvez m'en citer une? Mais il y avait un sondage qui avait été fait par Marianne en 2012 avec 85% des journalistes qui votaient. Et vous savez dans quelles conditions il a été fait? Je vois le sondage qui a été fait par les Inrocks dans sa rédaction. Il n'y a pas une voix à droite. Donc les Inrocks, c'est... On va avancer puisqu'on... C'est pas l'ensemble des médias. On va avancer dans le débat si vous voulez bien. Écoutez, je suis désolé, mais c'est ridicule de dire des choses comme ça. Je suis ridicule. Si vous avez l'impression qu'il y a une impartialité parfaite des médias, mais sérieusement, mais qu'est-ce que sont les médias? Vous êtes journaliste, vous nous parlez des médias. C'est un peu comme si on nous parle des jeunes. Ça ne veut rien dire, les jeunes. Eh bien, les médias non plus. Je veux dire, lorsque le Monde n'interroge pas François Fillon parce qu'il refuse de répondre à certaines questions et que le Figaro accepte de publier une interview où, finalement, François Fillon a choisi ces questions et a choisi de ne pas répondre à celles concernant les affaires, vous ne pouvez pas me dire que ce sont exactement les mêmes médias. Je ne vous dis pas que ce sont les mêmes médias, je vous dis que globalement, il y a un effet produit. Et pour le coup, vous pouvez toujours contester tout ce que vous voulez. Les enquêtes d'opinion qui sont faites à l'heure actuelle disent qu'il y a, celle de la Fondapol réalisée par Harris Interactive, constate qu'il y a quand même pas loin de 60% des Français qui considèrent que François Fillon et Marine Le Pen ont été maltraités. Vous constaterez comme moi qu'il n'y a pas 57% des Français qui entendent voter François Fillon au premier tour. C'est donc bien que même des gens qui ne sont pas fillonistes sont capables... Ça veut dire que votre message aussi, c'est qu'il y a certainement des journalistes de gauche et de droite, mais qui sont citoyens, qui votent, mais en général, ils ne montrent pas leur vote dans le traitement médiatique de l'information. Je fais la distinction avec le complot. Je ne vous dis pas que consciemment, il y a des gens qui décident de traiter les choses d'une manière... Mais on est tous porteurs. Juste un point pour juste changer un tout petit peu. Juste en tous les cas, parce que je voudrais qu'on avance dans le débat. Mais vous parlez d'instrumentalisation, vous voyez la différence? Par rapport à l'impact sur les affaires. Du calendrier judiciaire. Je voulais juste dire, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas embrayer, je voudrais juste dire que la cote de popularité ou les intentions de vote, les sondages vis-à-vis de François Fillon avaient bien baissé avant les affaires. Effectivement. Notamment quand il a proposé son programme ça a quand même un lien avec ce que nous venons de dire, je pense. Je veux dire par là que ce ne sont pas seulement les affaires instrumentalisées ou pas, et par qui, point d'interrogation, qui ont porté préjudice à la cote et aux intentions de vote en faveur de François Fillon, laquelle avait déjà bien chuté, je n'ai plus les chiffres en tête, mais de 5, 6, 7, 8% au moment où tout d'un coup, deux choses ont été révélées. Son projet ou pas, alors là je ne veux pas rentrer dans les détails, son programme santé, de la réforme de la sécurité sociale, et puis son fonds, et puis le fonds des associations qui le soutenaient, d'une droite radicale, d'une droite
chrétienne revendiquée par François Fillon à la télévision et qui a stigmatisé, non pas quelqu'un de gauche, mais qui a stigmatisé Alain Juppé lui-même au lendemain du meeting du Trocadéro. Erwan Lestroint, sur cette défiance, très rapidement, puisqu'on avance dans le débat. Pour répondre à ça, vous voyez bien, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, le programme de François Fillon, on peut parler de purge sociale, on peut parler de casse sociale, ou on peut parler d'assainissement des finances publiques. Vous constaterez tout comme moi que le mot privilégié par les médias dans le commentaire qu'ils en faisaient, c'était plutôt celui de purge ou de casse sociale que celui d'assainissement. Lui-même est revenu même sur Sens commun, regardez, même sur Sens commun, il y avait bien Christine Boutin dans des gouvernements de Jacques Chirac. Inquiéter certains Français. Lui-même est revenu. Mais regardez comme on met à l'index les gens. Dès que vous avez le malheur d'être conservateur dans ce pays, alors n'en parlons pas. Si vous êtes catholique, alors là c'est carrément la fin des haricots. Je dis seulement que certains, exactement ce que vous deux là en face vous êtes, et ben vous êtes mis à l'index. C'est pas compliqué. Celui qui François Fillon s'en sont détachés au regard de ces deux éléments. Ce ne sont pas des gens de gauche ou d'extrême gauche ou je ne sais quoi. Ce sont des électeurs, y compris ceux qui ont voté pour lui pendant la primaire, des électeurs de droite et du centre. Vous évoquez le mot purge. Le premier à avoir utilisé le mot purge à propos du programme de François Fillon, c'est Henri Guénaud. On ne peut pas dire que ce soit un homme de gauche. Allez, on continue juste parce que je voudrais entendre Erwan Lestroint sur cette question, justement, peut-être aussi de sentiment de défiance, puisque c'est une de conséquences, ça on ne peut pas le nier, justement, sur le niveau de défiance des citoyens vis-à-vis des élus, quel que soit le vainqueur. Vis-à-vis des médias, parce que c'est à peu près le même, il faut quand même le rappeler, ce qui montre bien que les Français ont comme un tout petit doute par rapport à ce qu'on le résultat du 7 mai, il y aura quand même du travail pour le futur président de la République, justement, à moraliser cette vie publique et politique, Erwan Lestroint. La demande est forte. Il y a un certain désamour dans les enquêtes d'opinion entre les Français et la classe politique. Il y a une demande aussi, ça peut trouver son écho dans le décloisonnement qui est proposé par Emmanuel Macron, mais ça peut trouver aussi son écho dans les candidatures qui sont proposées issues des primaires, qui peuvent être des rampes de lancement populaire. Je pense qu'il y a des propositions, c'est en dehors des partis aussi, comme c'est proposé avec la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées, qui tendent à répondre à ce besoin de rapprocher les Français des hommes politiques. On avait fait l'hypothèse qu'Internet était un mode d'expression spontané qui aurait une place particulière dans la campagne. Ça a peut-être moins été le cas, mais c'est vrai que les initiatives qui sont remontées, c'est peut-être ce décloisonnement, la désaffiliation partisane qu'on a beaucoup retrouvé dans la campagne. Juste pour finir sur la question de la justice à l'égard de François Fillon, on avait fait un sondage qu'on fait régulièrement quand il y a des affaires où on demande si les Français font confiance à la justice pour instruire de façon neutre. Et on était dans les mêmes niveaux pour François Fillon que ça a pu l'être pour Nicolas Sarkozy, pour Claire Stream. On observe des choses à peu près équivalentes et on n'est pas sur une défiance à l'égard de la justice spécifiquement pour cet événement-là. Ouais. On parlait du taux de participation et de l'abstention. Alors, elle pourrait quand même se situer aux alentours de 28%, ce qui reste quand même élevé. Est-ce que justement ce sentiment peut-être de tous pourris, ça peut aussi peser et empêcher les électeurs d'aller voter ? Ça peut, mais paradoxalement, pourquoi or, il y a quand même là, aujourd'hui, en orbite, au moins deux partis, au moins un en tout cas, qui est le Front National, qui en a fait véritablement son fonds de commerce. Donc paradoxalement, enfin logiquement, le taux de participation ou d'abstention, s'il était motivé essentiellement par le tous pourris, aurait dû baisser puisqu'ils ont une offre politique au regard de cela. Donc moi je vous propose plutôt d'attendre, si je puis me permettre, dimanche soir pour voir ce taux d'abstention qui, à mon avis, est plus un taux d'hésitation devant cette offre politique extrêmement extraordinaire. Je peux me tromper, mais qu'un taux record d'abstention. Ouais. Ça peut peser sur la participation, selon vous, Jean-Sébastien Ferjou, justement, ces affaires ? Peut-être, mais moi je crois que bien pire que le tous pourri, il y a le tous impuissant, ou en tout cas le sentiment du tous... C'est aussi effectivement une des raisons évoquées par les électeurs de ne pas se rendre... Il n'y a plus les grands systèmes de représentation du monde ou les habitudes partisanes qui faisaient que même si vous n'étiez pas particulièrement convaincu par un candidat donné, vos réflexes culturels, géographiques, familiaux, enfin bref, il y a des tas de déterminismes au vote, faisaient que vous alliez quand même plutôt dans une grande direction. Tout ça a disparu. Donc on est dans un vote qui est très superficiel, qui se fait beaucoup à l'affect et qui est aussi très paradoxal parce que c'est à la fois, finalement, il y a le sentiment que peu importe, puisqu'il n'y en a pas un pour sauver l'autre, mais pas tant sur le terrain de la morale que sur celui de l'efficacité, que sur celui de y en a-t-il un qui soit capable de changer concrètement quelque chose à ma vie. Moyennant quoi, ça devient un vote qui a quelque chose de l'ordre de la réassurance narcissique. Vous savez, tout comme vous pouvez acheter une voiture, alors soit
ou n'importe quoi, une marque de luxe, ou à l'inverse, vous vous inscrivez dans le mouvement No Logo, ou vous achetez du bio parce que ça dit quelque chose de vous. Mais là, finalement, c'est un peu comme si vous votiez pour telle ou telle personnalité parce que ça dit quelque chose de vous, vous vous rassurez sur vous-même. Vous votez à gauche, vous vous sentez en faveur de la justice populaire, vous votez à droite, vous vous sentez en faveur de la liberté. Enfin bref, chacun peut y mettre les sentiments qu'il souhaite. Et finalement, c'est comme si on avait un peu décorrélé le vote de ce qui allait suivre ensuite. Et paradoxalement, je voyais l'entretien de Peter Sloterdijk, vous savez, le philosophe autrichien, dans Le Monde hier, et qui parlait du côté, après nous le déluge, qu'ont les Français un peu à chaque élection présidentielle, tout en relevant que finalement, on n'a pas l'air d'y croire tant que ça au déluge. Et c'est vrai que c'est très particulier, parce que c'est à la fois une crise politique énorme en France, une inquiétude réelle sur le lendemain, mais qui finalement va pas jusqu'au bout. On n'a pas si peur que ça. Peut-être parce que l'histoire de France n'a pas connu de traumatisme majeur comme d'autres pays, la Pologne, l'Allemagne ou autres, dont les frontières ont changé, dont l'existence même a pu être menacée. L'histoire de France a été relativement protégée. C'était finalement comme si on se disait ça va pas bien, mais l'un dans l'autre on s'en sort toujours un peu. Et donc finalement on vote là juste plus par sentiment que par adhésion réelle, en croyant que demain on va avoir des lendemains qui chantent. Christian Delporte, on parlait de François Hollande, de Nicolas Sarkozy, on a pu voir ce slogan, hein, sortez les sortants. Jean-Luc Mélenchon parle de dégagisme, ça va être aussi dans cette lignée des affaires, des conséquences possibles sur cette élection ? C'est possible si les deux candidats des deux principales familles politiques en France sont éliminés effectivement du premier tour. Mais juste une chose, on a beaucoup dit effectivement que cette campagne n'intéressait pas, qu'il y aurait beaucoup d'abstention, qu'il y avait beaucoup d'indécision. Je ne veux pas dire qu'elle n'intéresse pas. Non, mais je n'ai pas dit forcément vous. On l'a dit pendant cette campagne. Et au bout du compte, quand on regarde les chiffres, avec un certain retard par rapport, on retrouve l'intérêt régulier des Français pour cette élection très particulière qu'est l'élection présidentielle. Et on sera sans doute très loin, dimanche, des taux d'abstention qu'on nous avait annoncés il y a encore 3 semaines. Allez, on continue l'analyse de le décryptage de cette campagne avec un autre enseignement, c'est celui de l'effondrement de Benoît Hamon, l'émergence d'Emmanuel Macron, suivi par la dynamique Jean-Luc Mélenchon. On voit tout ça avec Marie Brémaud. Ce soir, la gauche relève la tête, elle se tourne vers le futur et elle veut gagner. À peine désigné, le candidat socialiste va négocier durant un mois le rapprochement avec les Verts. Le rassemblement ne s'arrêtera sans doute pas là, mais il nous revient de nous projeter vers l'avant. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron s'envole dans les sondages. Vive la France! Jean-Luc Mélenchon refuse de prêter allégeance aux socialistes, mais les deux candidats de gauche s'accordent sur un pacte de non-agression. Leurs flèches se tournent vers le rival d'En Marche, accusé d'être le candidat de la finance. Je suis tenu par Monsieur personne, Fillon est encore je suis très libre, en retard. le financement est transparent, il est soumis à une commission, mais nous ne les donateurs sont protégés par la loi sur leur identité. Ce n'est pas un débat, c'est un débat à 5. Merci, pardonnez-moi. Oui, mais il faut bien qu'il y ait un débat au PS. Oui. Là-dessus, si j'y étais, j'aurais été à la primaire. Ouais. Si j'y étais, je ne serais pas là aujourd'hui. Et si j'y étais, je n'aurais pas mené les combats que j'ai menés. Mais vous êtes dur avec ceux qui vous soutiennent, monsieur Macron. Drôle de triangulaire. Et le vaudeville se complexifie un peu plus quand l'ancien Premier ministre, candidat malheureux lors de la primaire de la Belle Alliance, opère un volte-face certes attendu, mais néanmoins gonflé. Je voterai pour Emmanuel Macron. Benoît Hamon dégringole un peu plus dans les sondages passant sous la barre des 10% et déchante. Écoutez, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trahison. L'un grimace, l'autre exulte. Jean-Luc Mélenchon estime avoir enterré Benoît Hamon. Il change alors d'adversaire. Je ne suis pas en compétition avec Benoît Hamon. Maintenant, mon étape, pour nous tous, c'est de rattraper Fillon. Et une fois qu'on l'aura rattrapé, de rattraper le suivant. Triste spectacle à gauche, semble dire le président de la République. Absent du débat depuis de nombreuses semaines, François Hollande est sorti de son silence pour mettre en garde contre le péril Mélenchon et de conclure cette campagne sans mauvais. Vous le disiez en introduction, Yannick Halimi, une des conséquences notables de cette campagne et qui va certainement se traduire dimanche dans les urnes, c'est
l'éclatement, l'effacement du Parti socialiste ? Vraisemblablement, vu le score de Benoît Hamon dans les sondages, certains se posent même des questions. Est-ce qu'il ne va pas tomber au-dessous du seuil des 5% qui permettrait, le seuil permettant le remboursement des dépenses électorales par l'État ? Oui, alors évidemment, le Parti socialiste avait déjà du plomb dans l'aile avant l'élection, avant les primaires. On va pas revenir sur le bilan Hollande. Et puis, parce que Benoît Hamon parle de trahison, il parlait notamment de Manuel Valls. Quelque part, ce qui est ressenti, je ne veux pas m'engager, mais ce qui est ressenti comme étant aussi une trahison, dans l'action des frondeurs. Je peux vous dire qu'il y a un malaise au sein des électeurs, des sympathisants, des militants du Parti socialiste. Au-delà du programme, des mesures que peuvent présenter les uns les autres, il y en a qui ne supportent toujours pas les frondeurs qui ont osé déposer une motion de censure qui a failli passer à 6 voix près et donc renverser un gouvernement socialiste. Donc qui a trahi l'autre, je n'en sais rien. Il a raté sa campagne, on l'a dit tout à l'heure, Benoît Hamon, après avoir été mis sur orbite avec son revenu universel qui s'est délité comme sorbet sur le four. Et puis, les deux dynamiques, chacun sur son registre, d'un Mélenchon autour du peuple et d'un Macron autour d'une nouvelle offre politique et à droite et à gauche. Cet effondrement de Benoît Hamon et du Parti socialiste, comment l'analysez-vous, Herman Lestroin ? En quelque sorte, il a été un peu victime du revenu universel. C'est vrai qu'il a réussi à l'imposer comme un marqueur de gauche au moment de la primaire où on attendait d'élire un candidat vraiment sur de l'adhésion. Mais finalement, ça s'est transformé un peu au-delà du PS en promesse onéreuse, voire en utopie qu'il a décrédibilisé. Et finalement, il a perdu des voix sur sa gauche parce qu'on a préféré l'original Jean-Luc Mélenchon à la copie, et il a perdu des voix sur sa droite parce que l'aile droite du PS s'est assez mécaniquement reportée vers Emmanuel Macron qui répondait plus à leurs préoccupations programmatiques. Aujourd'hui, donc, on a un électorat PS qui est assez morcelé. Ce qu'on observe, c'est que sur 100 sympathisants socialistes aujourd'hui, il y en a 25 qui disent qu'ils voteront pour Jean-Luc Mélenchon, 30 pour Benoît Hamon et 45 pour Emmanuel Macron. Donc voilà, le morcellement est assez acté entre ces trois candidats. Christian Delporte, est-ce qu'il a sous-estimé également la menace de Jean-Luc Mélenchon, la menace que ça pouvait représenter sur ses électeurs, Benoît Hamon ? Oui, je crois qu'il a surtout fait l'erreur de vouloir rassembler le PS alors que c'était de toute façon totalement impossible, qu'il a beaucoup perdu de temps avec ça. Ces gauches irréconciliables qui... Et les écolos aussi. Oui. Et les écolos, des montages d'appareils, et c'était sans doute pas le moment. Et puis par ailleurs, sur quoi il a gagné ? Il a gagné sur une position de gauche à l'intérieur du PS. Ceux qui ont voté Hamon, précisément, ne voulaient pas de Valls. Donc c'était pas la peine d'essayer de récupérer cet électorat qui, de toute façon, irait chez Macron. Jean-Sébastien Ferjou, quelle lecture faites-vous justement, on le disait, de cet effondrement de Benoît Hamon ? Est-ce qu'il s'est aussi peut-être trompé d'adversaire ? Un coup, c'était Macron, un coup, c'était Marine Le Pen, un coup, c'était Fillon, maintenant Jean-Luc Mélenchon. Moi, je pense que Benoît Hamon fait un score inespéré pour un candidat Europe Écologie Les Verts, parce que finalement, c'est ce qu'il est devenu. Donc voilà, mais un peu à son corps défendant, parce que je ne crois pas qu'il ait vraiment essayé d'aller chercher. Au contraire, ça lui a été beaucoup reproché au sein du PS, les valsistes ou les gens qui étaient censés être plus ou moins à sa droite. Je ne sais pas s'il a gagné vraiment sur un marqueur de gauche. Bien sûr qu'il était connu comme frondeur, mais ça n'était pas le plus connu des frondeurs. Au contraire, il avait réussi à passer à peu près au travers des gouttes de ce point de vue-là au regard des Français au sens large. Je pense que la force de la proposition du revenu minimum universel était que d'un seul coup ça paraissait nouveau, mais pas nouveau pour le plaisir de la nouveauté, simplement parce que tout le monde voit bien que nous ne vivons plus en 1945 au moment où on a construit les fondements de l'État-providence avec lequel on vit maintenant. Nous ne vivons plus pendant les 30 Glorieuses, on n'a plus la même démographie, on n'a certainement pas les mêmes taux de croissance et pas le même environnement macroéconomique. D'un seul coup, Benoît Hamon arrivait en disant oui, regardez, ouvrez les yeux, tout le monde le sait, tout le monde le voit, ça ne sert à rien de répéter les mêmes discours mécaniquement en boucle que plus ou moins ceux qu'on nous répète depuis 20 ans ou 30 ans. Il faut penser à autre chose. Simplement, il l'a fait de manière assez faible parce qu'il l'a réussi pendant la primaire et puis il n'a pas su transformer l'essai ensuite. Et moi, ce qui m'a frappé l'autre jour, c'était une étude que je voyais, la question posée aux Français était si vous deviez associer les candidats à des marques. Et finalement, Benoît Hamon, les Français l'associaient systématiquement à des marques pour enfants. Il est trop gentil. Benoît Hamon, il est trop gentil. Et ça s'est vu dans les débats, ça s'est vu dans ses négociations. Il s'est laissé dominer, en fait. Il s'est laissé dominer par tout le monde. Il s'est laissé dominer par Emmanuel Macron. Il s'est laissé dominer par Manuel Valls. Il s'est laissé maltraiter par le Parti socialiste, par Jean-Christophe Cambadélis, qui quand même jouait un double jeu en permanence. Il est quand même à la tête du Parti
Parti socialiste, il n'a pas puni ceux des députés socialistes qui voulaient partir chez Emmanuel Macron. Et puis l'autre, il était là au milieu en jouant sur la bienveillance et l'optimisme, sauf qu'on vit dans un univers qui n'est pas fondamentalement bienveillant, certainement pas en politique. Jannick Halimi, du coup, la bataille pour contrôler le parti a déjà commencé. Ah oui, pour contrôler plus que le Parti socialiste, pour contrôler la gauche en général, avec les écolos, les Verts, le Parti communiste, qu'il ne faut pas oublier, qui garde quand même quelques ancrages localement, et on le verra au moment des législatives. C'est une sorte de poire pour la soif dans les marchés que pourrait passer le Parti communiste avec France Insoumise, les candidats que va présenter la France Insoumise de Mélenchon lors des législatives. Et puis la France Insoumise en tant que telle. Donc il y a effectivement, dans ce qui se prépare, toute la recomposition de la gauche. Maintenant, au regard de ce qui s'est passé pendant les primaires et puis maintenant la chute de Benoît Hamon, vraisemblablement sous la houlette de Jean-Luc Mélenchon, surtout s'il arrive après le premier tour, et surtout même s'il fait un bon score, même en étant 3e ou 4e dans un mouchoir de poche. Après, ça va être très lié malgré tout au résultat du premier tour, puisque Emmanuel Macron, en fonction de face à qui il est qualifié, dans quelles circonstances est-il qualifié, est-ce que c'est ric-rac ou est-ce qu'il a une avance confortable, peut être amené à être un candidat qui va plutôt chercher des électeurs à droite ou un candidat qui va plutôt chercher des électeurs à gauche. Et donc, le destin du Parti socialiste, il est aussi lié à ça, parce que si Emmanuel Macron va plutôt séduire, on a entendu l'hypothèse de Premier ministre, de personnalité plutôt de centre-droit, ou s'il est amené par la situation à faire ça, à ce moment-là, le Parti socialiste, mécaniquement, retrouvera un espace. Il y a une partie dont on voit bien qu'elle est d'ores et déjà partie chez En Marche ou partie chercher des investitures chez En Marche, mais il y en a une autre qui essaiera d'exister parce que l'opposition sera à gauche. Et ça peut être l'inverse aussi. Donc c'est dimanche soir qu'on pourra répondre à ça. Ou est-ce que c'est un espace dans le cadre d'une alliance législative et gouvernementale les deux, mon général, les deux, puisque manifestement, il y aura une partie des deux à gauche. Dans l'opposition, la recomposition de la gauche se fera vraisemblablement sur la gauche et non pas sur l'aile valsiste, on va dire, socio-libérale du Parti socialiste. Ça veut dire qu'il y aura sans doute encore un Parti socialiste, mais ce ne sera plus du tout le Parti socialiste d'Épinay, de François Mitterrand, qui reposait avant tout sur le compromis au centre, puisque là, manifestement, entre l'aile gauche et Valls, la conciliation sera impossible. Ouais. Et cette dynamique, Jean-Luc Mélenchon, alors Erwan Le Strohan, d'où vient-elle? Puisqu'on sait qu'il est un des premiers à être parti en campagne. C'est aussi cette campagne de fond qui porte enfin ses fruits. C'est ce que vous ressentez aussi dans les enquêtes d'opinion? Oui, mais c'est aussi à la taille de l'espace politique dont dispose Jean-Luc Mélenchon, plus Benoît Hamon, c'est-à-dire l'aile gauche du PS et la gauche du Parti socialiste. Grosso modo, si on additionne le score de Benoît Hamon et le score de Jean-Luc Mélenchon depuis le début du mois de février, on a toujours le même total. On a vraiment un croisement des courbes qui est parfaitement symétrique entre les deux candidats. On peut imaginer que la déperdition des voix de Benoît Hamon s'est reportée assez logiquement sur Jean-Luc Mélenchon et qu'il peut être confronté à un plafond parce qu'il n'a pas forcément plus de réserve de voix au-delà de cette base électorale-là. Mais c'est une percée électorale significative. On a enregistré une progression de 6 à 7 points depuis 3 semaines. Donc c'est assez significatif. Ça repose aussi sur un vote plus important chez les classes populaires, qui n'étaient pas avec Benoît Hamon, qui étaient avec François Hollande en 2012, dans le vote de gauche, qui sont aujourd'hui plutôt portés sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est un candidat qui est devenu peut-être plus consensuel, qui a gommé une certaine radicalité et qui a bénéficié aussi de la baisse électorale de Benoît Hamon. Alors qu'on apprend, selon l'AFP, un nouveau soutien pour Emmanuel Macron en la personne de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Je crois que c'est le Parisien qui le sort. Alors, selon des sources concordantes à l'AFP, peut-être dans le Parisien également, Jannick Halimi. Jean-Sébastien Ferjou, justement, sur ces ralliements nombreux à Emmanuel Macron, il n'a pas finalement souffert de cet héritage de François Hollande. On sait que ça a été aussi un des angles d'attaque de la droite. François Fillon, le qualifiant d'Emmanuel Hollande, ça n'a pas atteint justement Emmanuel Macron qui reste favori dans les sondages? Ça l'a pas atteint au point. Tout est relatif dans l'univers de l'élection. C'est pas un concours. Si précisément, c'est pas un examen où il suffit d'avoir la moyenne. C'est un concours. Il y a une place à prendre et c'est celui qui a la moins mauvaise note, la meilleure. Mais ça peut être aussi la moins mauvaise qui l'emporte. Donc peut-être qu'Emmanuel Macron est dans cette situation-là à l'heure actuelle. Maintenant, moi, ce que je constate, c'est que Emmanuel Macron semble être en voie de réaliser quelque chose sans précédent. Il n'a jamais été élu. Il a moins de 40 ans. Il pourrait être élu directement président de la République française. Il pourrait
suite à cette élection, provoqué la plus grande recomposition de la vie politique française depuis 1958. Tout ça devrait susciter un espèce d'effet de souffle énorme. En 2007, il y avait un effet de souffle qui avait été généré par Nicolas Sarkozy, par Ségolène Royal, par François Bayrou, chacun dans leur couloir. La société française vraiment se disait que là, on était face à un changement d'époque, que quelque chose allait vraiment se passer autrement. Là, en quelque sorte, c'est comme si on se disait, finalement, qu'est-ce qu'on risque, pourquoi pas lui, mais sans qu'il y ait de conviction réelle. Et d'ailleurs, on le voit bien, il n'y a que 31% des Français qui disent qu'ils savent ce que ferait effectivement Emmanuel Macron s'il était élu. Il y en a un tiers qui disent qu'ils sont là que parce qu'ils ne votent pas pour quelqu'un d'autre. Donc j'ai envie de vous répondre, ça ne l'a pas affecté au point où ça n'a pas fait chuter dans les sondages. Maintenant, 24% dans une élection présidentielle, c'est pas beaucoup. En général, un candidat de premier tour, celui qui emporte l'élection présidentielle, il est plutôt aux alentours de 28-30. En tout cas, quand il est sur un espace où il n'a pas de candidat direct, comme dans le cas d'un espace de primaire. Christian Delporte. Chirac a toujours été à 20. Il a jamais mais avec un candidat UDF à côté qui en permanence le soutenait. Quoi qu'il en soit, il y a incontestablement un phénomène, Emmanuel Macron, je n'ai jamais pensé que c'était une bulle, il y a un vrai phénomène, les gens veulent autre chose. Le capital politique d'Emmanuel Macron, c'est qu'il incarne cette différence. Maintenant, il n'a pas totalement transformé, au sens où il n'a pas totalement donné du contenu à cette différence. Parce que la différence pour la différence, ça ne veut rien dire. Je peux vous dire, demain, vous avez une coiffure différente, tout aussi bien, vous allez revenir rasé, est-ce que ça sera à votre avantage? J'en sais rien. Mais voilà, il n'a pas su totalement convaincre que cette différence-là, elle était positive. Maintenant, c'est probablement le moins mauvais malgré tout des candidats. On va continuer ce débat. Je vous remercie, Jeanne Calmy, parce que je sais que je vous libère, vous devez partir. Christian Delporte. Oui, je voulais dire, tous les ralliements n'ont pas le même poids. Il y en a un qui a eu un certain poids, et on l'a vu dans les courbes des sondages, c'est le ralliement de François Bayrou. Oui, c'est à partir de ce moment-là qu'une dynamique s'est créée, et que le chemin s'est défini dans un équilibre entre une dynamique, en tout cas un effet de marche, parce que ça a été un effet de marche avec dynamique, justement, c'est d'un seul coup, il a gagné 4-5 points, et puis ensuite c'est resté sur... François Fillon n'a jamais réussi à reconquérir finalement les jupéistes. Mais un rebond de 2 points. Les jupéistes n'en savaient rien, on verra bien les résultats du vote c'est ce qui apparaît dans certaines... Mais pris dans l'autre sens, ils ne sont pas forcément tous partis, en tout cas si on raisonne sur les électeurs, parce que les ralliements c'est une chose, mais les électeurs c'est quand même eux qui font la différence. Mais Erwan, est-ce que vous pensez justement que Emmanuel Macron a réussi à fixer justement cet électorat de centre-droit, justement, certains jupéistes et aussi les centristes qui, après le ralliement de François Bayrou? C'est moins tranché que ça. Le Modem, oui. Les sympathisants du Modem sont quasiment 60% à voter pour Emmanuel Macron contre 20% pour François Fillon. Chez les sympathisants UDI, et c'est là aussi où l'aspect Emmanuel Hollande a peut-être joué, les sympathisants de l'UDI aujourd'hui sont revenus majoritairement vers un vote François Fillon. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a quand même un rebond. François Fillon, au plus bas, nous, il a été à 17%. Il est remonté à 20% pour être aujourd'hui à 19%. Donc il y a quand même eu un petit rebond quand François Fillon a bien réussi à expliquer que le seul candidat capable de construire l'alternance, c'était lui. On pose des questions ouvertes, on demande aux répondants pour quelles raisons choisissez-vous ce candidat. Et dans le nuage de mots des raisons du vote pour François Fillon, on avait le mot « seul » qui apparaissait parmi les éléments les plus cités, parce qu'il y en a qui nous ont dit c'est le seul qui a de l'expérience. Il y en a qui nous ont dit c'est le seul qui peut conduire l'alternance, c'est le seul qui peut redresser la France, c'est le seul qui a un programme qui correspond à mes convictions. Donc il y a quand même une spécificité de la candidature Fillon pour l'électeur de droite qui ne se retrouve pas chez Emmanuel Macron et qui peut expliquer une préférence qui ne se démentira pas dans les urnes pour François Fillon. La question aujourd'hui, c'est de savoir à quel niveau électoral ça peut le porter. Allez, on va continuer à l'analyser le débat avec un point sur les petits candidats, puisqu'ils ont aussi marqué les esprits, notamment lors des débats télévisés. Retour sur ces débats avec Julie Hulin. Je souhaite que par mon geste, votre chaîne renoue un jour avec la démocratie. Je vous remercie. Donc on ne parle pas de votre programme. Bonne soirée. Merci madame. Écoutez, je regrette votre choix. L'image était forte. Nicolas Dupont-Aignan quittant brusquement le plateau du 20h de TF1, indigné par l'organisation d'un débat ne réunissant que les 5 favoris. Les petits candidats pointent du doigt un exercice historique de la vie politique française. Un débat en jeu très attendu par des électeurs indécis. 5 candidats disposés en cercle afin de favoriser les confrontations. Vous avez échoué gravement. Et vous pensez que questions-là. Ministre Donc de François Hollande, expérimenter des solutions qui, on a 2 ministres de François Hollande ici, là, qui ont tous les deux échoué et qui essayent de le dissimuler en permanence. Un débat suivi par plus de 10 millions de Français. 15 jours plus tard, tous les prétendants se retrouvent finalement ensemble à la télévision. Un débat à 11 inédit.
3h30 d'antenne, 200 proches des candidats dans le public et 17 minutes maximum de temps de parole. L'occasion pour les petits de faire entendre leur voix. François Asselineau qui défend le Frexit, Nathalie Arthaud le camp des travailleurs, Jacques Cheminade qui attaque le monde de la finance et Philippe Poutou qui s'offre le buzz de la soirée. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN qui se dit anti-système ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc nous refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre... ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance, le système... Ce débat sera finalement le seul à réunir les 11 prétendants à la présidence française. Celui qui devait avoir lieu ce soir sur France 2 a dû faire face aux réserves de plusieurs candidats et du CSA pour finalement se transformer en une série d'entretiens individuels. Erwan Mestrouan, est-ce qu'ils ont eu un rôle dans cette campagne, ces petits candidats, entre guillemets? Est-ce que ça a pu gêner certains candidats, notamment le quatuor de tête? Oui, tout à fait. Enfin, c'est des candidats qui sont porteurs d'une certaine radicalité ou d'une cause sans logique électorale. Du coup, ça leur permet quand même d'exprimer fortement leur point de vue, mais aussi parfois les gros candidats, les candidats plus importants en porte-à-faux. On l'a vu d'ailleurs au débat, ce qui remontait de l'opinion des Français qui observaient le débat dans la première partie de ce débat, c'était énormément de commentaires sur le style des petits candidats et sur leur prise de parole, parce que finalement c'était une découverte, de la curiosité, et ça mettait aussi les candidats plus importants en porte-à-faux sur notamment la compréhension de la réalité sociale, et c'est là-dessus que la tirade de Philippe Poutou a été particulièrement remarquée par les Français. Ouais. Philippe Poutou, justement, est-ce qu'il peut capitaliser, c'était rappelé, cette tirade, ça avait marqué les esprits, on le rappelait à l'instant, dans les urnes, Christian Delporte? De manière extrêmement marginale tout de même. On lui donne quoi aujourd'hui? 1%, 1,5%. Bon. Un rebond d'1 point après le débat. Oui. Mais 1%, de toute façon, c'est assez difficile à mesurer dans un sondage. Bon. Non, moi, ce qui me frappe, puisqu'on a vu ces débats, c'est finalement, est-ce que ces débats ont servi à quelque chose? On a beaucoup parlé du premier qui aurait révélé Mélenchon, mais en fait, lorsque vous regardez les sondages, la dynamique était déjà enclenchée avant. Le deuxième débat, il n'a pas changé les positions. Et je pense que celui de ce soir ne les changera pas plus. Est-ce que c'est un signe de la vitalité de la démocratie qu'il y ait 11 candidats, selon vous, Jean-Sébastien Ferjou, même si on a pu voir certains qui sont un peu sur les mêmes lignes? C'est un signe de la déshérence des partis français. Mais cela dit, il y a toujours eu beaucoup de candidats aux présidentielles françaises, plus que dans la plupart des grandes démocraties occidentales. C'est lié aussi au mode de scrutin à l'élection présidentielle, parce qu'on voit bien que des candidats comme Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud savent pertinemment qu'ils n'ont pas vocation à être élus. D'ailleurs, ils ne souhaitent pas être élus puisqu'ils contestent le principe même de l'élection et de l'institution de président de la République, mais ils savent que c'est aussi le moment où ils peuvent faire passer leurs idées, parce que tous les 5 ans, il y a ce grand rendez-vous politique et démocratique, et celui aussi où les Français s'y intéressent en masse. Tout à l'heure, quand je disais que les primaires est une espèce de démocratie censitaire, c'est parce qu'au moment des primaires, ce sont essentiellement des gens diplômés qui s'intéressent aux primaires, ou qui se déplacent en tout cas pour y aller voter, là où la présidentielle est l'élection reine par excellence. Les catégories moins diplômées ou moins favorisées socialement votent assez peu dans les élections intermédiaires. Elles le font à les présidentielles. Donc après, est-ce que c'est un signe de vitalité démocratique de considérer qu'il y a toujours on ne sait combien de candidats trotskistes en France, je ne sais pas, probablement pour ceux qui se retrouvent dans ces tendances-là. Maintenant, moi, je pense quand même que les débats, ils ont changé un petit peu quelque chose, parce qu'ils ont, la dynamique Jean-Luc Mélenchon, elle était enclenchée avant, mais il y a quand même eu une double chose à ce moment-là. Jean-Luc Mélenchon qui a marqué des points avec son rassemblement à la place de la République et qui a confirmé. Quant à Marine Le Pen, je pense que ça l'a beaucoup fragilisée, parce qu'on a vu qu'elle n'était pas très bonne. Marine Le Pen, elle est bonne quand elle est face à des journalistes. Parce qu'en général, quand Marine Le Pen essaye de dire quelque chose, c'est devenu un exercice de style, comme un triple axel en patinage artistique. Le journaliste veut absolument montrer comment il se comporte face au Front National. Donc peu importe ce qu'elle raconte, on veut toujours lui prouver que de toute façon elle dit n'importe quoi. Mécaniquement, on lui offre une espèce de prime au bon sens, parce qu'il arrive que Marine Le Pen dise par extraordinaire des choses qui se révèlent être
être vraie, et donc elle est servie par la manière dont on la traite médiatiquement. Quand elle est face à des candidats qui, eux, n'essayent pas de l'attaquer sur ce terrain-là, mais vont sur le même terrain qu'elle, dans leur prétention à représenter le peuple, par exemple, comme Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou, ou à représenter l'anti-Europe, comme François Asselineau, ou l'opposition au marché financier, comme Jacques Cheminade, d'un seul coup, elle ne sait pas leur répondre, Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle est juste bonne face à des journalistes qui la mettent en position d'accusation, et elle sait excellemment se victimiser. Mais je pense qu'on devrait en retenir des leçons sur notre manière de traiter le Front National, si tant est que le rôle des journalistes soit de convaincre que tel ou tel parti n'a pas vocation à se présenter en France. Erwan Le Strohan, on parlait justement de certains candidats, de eurosceptiques. Nicolas Dupont-Aignan, il peut gêner à la fois François Fillon et Marine Le Pen, c'est ce que vous avez pu mesurer? Oui, alors ils sont à des niveaux dans les intentions de vote assez bas. Alors c'est vrai que c'est des petits scores qui sont difficiles à mesurer, mais qui se retrouvent enquête après enquête. Donc il y a quand même une certaine solidité, autour de 0,5 points pour François Asselineau et Jacques Cheminade, avec un rapport à l'Union européenne qui effectivement exprime un souverainisme qui peut grignoter un peu de points à Marine Le Pen. On a vu au cours des dernières semaines qu'il y avait une petite baisse des intentions de vote qui la concernait, même si elle est un peu enrayée là depuis une semaine, mais ça peut effectivement grignoter un tout petit peu sa base électorale. Et moi ce que je trouve dommage, parce que les débats, c'est-à-dire que les règles d'équité ou d'égalité, de temps de parole, on est dans la période. Dans la période en question, on les utilise avec une grande paresse, c'est-à-dire qu'on les utilise, alors elles s'appliquent aux médias audiovisuels, dans la presse écrite, on peut faire ce qu'on veut, mais mécaniquement on sait qu'il faut le mettre, donc on le met, mais on n'écoute pas ce qu'ils disent, alors que Jacques Cheminade, on peut ne pas du tout être d'accord avec ce qu'il propose, ou être capable de regarder les défauts et le complotisme notamment qui prévaut chez un certain nombre de ces petits candidats, mais on devrait les écouter, on devrait aussi les prendre au sérieux, parce que précisément dans la mesure où ils sont petits, des petits candidats, ils posent des questions vers lesquelles les autres ne vont pas. Sur Public Sénat. Mais pas totalement, parce que regardez, en général, si François Asselineau dit, regardez, c'est la CIA qui a financé la construction européenne, mais il y a des tas de livres d'histoire extrêmement sérieux qui vous disent que c'est effectivement le cas. Après, lui, on fait une construction fantasmagorique. Oui, mais on ne prend pas. Moi, je trouve réellement qu'il y a une paresse intellectuelle, parce qu'il y a des tas de sujets, que ce soit le libre-échange, que ce soit, des tas de sujets qui sont déterminants pour le quotidien des Français, vers lesquels on ne va pas. On a essayé de vérifier à chaque fois justement les propos des candidats. À l'arrivée, on passe quand même beaucoup plus de temps à parler de costumes que de ce genre de débat. Sur notre antenne. Merci Jean-Sébastien Ferjou, merci Christian Delporte, merci Erwan Le Strohan pour votre analyse. Je le disais, c'est donc une élection placée sous le signe de la nouveauté. Nouveauté dans les candidats, on vient d'en parler, mais aussi nouveauté dans le déroulement du scrutin, car pour la première fois, les bureaux de vote fermeront à 19h et à 20h dans les grandes villes pour empêcher la divulgation des résultats, comme le prévoit la loi d'avril 2016. Explication Sandra Cercara. Pour la première fois, la majorité des bureaux de vote fermera à 19h et non à 18h comme c'est le cas habituellement. De quoi angoisser les sondeurs qui doivent fournir aux médias des estimations fiables pour 20h. À quoi s'ajoute une plus grande incertitude avec 4 candidats donnés au coude à coude. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Dans ces conditions, connaîtra-t-on dès 20h le nom des 2 qualifiés? Pas si sûr. Limiter les fuites qui interviennent avant 20h dans les médias étrangers, c'est la principale raison de la loi votée en 2016, qui repousse la fermeture des bureaux de vote. Avec 1 heure de moins, le travail des instituts de sondage s'annonce plus compliqué. Pour prendre les devants, le nombre de bureaux tests pour faire remonter les résultats augmente, passant de 150 à 300. Cela suffira-t-il? Tous les sondeurs sont unanimes. Il existe bien une possibilité que les noms des 2 qualifiés ne soient pas connus à 20h. Pourraient alors apparaître sur les écrans non pas 2 visages, mais 3 ou 4. Et les regards seront aussi tournés vers la participation. C'est une des clés de ce scrutin. Elle est estimée à 72%. Un taux relativement faible qui en dit long sur la défiance des citoyens envers la politique. Héloïse Grégoire avec Stéphane Abalian. On annonçait l'abstention historique. Mais selon cette dernière enquête du Cevipof réalisée par l'Ipsos Sopra Steria, l'indice de participation est en hausse de 6 points. On est dans la dernière ligne droite. On a longtemps dit tout au long de la campagne que les Français n'étaient pas forcément très intéressés par le spectacle auquel ils pouvaient assister. On voit bien, là, à quelques jours du premier tour, que petit à petit, les électorats se mobilisent. 72%, c'était 66% il y a 10 jours, donc c'est une progression considérable. On est toujours sous la participation qu'on a pu mesurer lors des 2 précédentes élections présidentielles. Un niveau similaire à 2002, où l'abstention avait atteint un record de 28,4%. 72% des Français sont certains de voter, mais un quart hésite encore entre plusieurs candidats.
On détermine son vote au dernier moment. Il y a probablement des gens, une part significative des Français qui décideront le dimanche matin ou en faisant la queue ou en étant dans l'isoloir. C'est assez nouveau, ça. Il y a toujours eu des indécis de la dernière minute, mais jamais autant, en tout cas, que cette année en 2017. 4 candidats se dégagent des autres. Emmanuel Macron et Marine Le Pen font la course en tête. Un duo gagnant qui peut être bouleversé par les indécis. Tam Tranui m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam. Alors on continue de passer au crible les propositions des candidats. On s'intéresse ce soir à Jean Lassalle et à ses propos sur l'agriculture. On l'écoute d'ailleurs, c'était lors d'une réunion publique en Savoie et c'était dimanche dernier. Nous sommes en train de perdre l'agriculture. Et pas un petit régime, 260 entreprises, chiffre du ministre de l'Agriculture vérifiable, toutes les semaines. Et parmi elles, la moitié sont des exploitations laitières. Ce qui fait qu'il est permis vraiment, mesdames, de s'interroger sur la qualité du lait que boiront vos enfants. Pas dans un siècle, dans 5 ou 6 ans, lorsque la dernière génération du baby boom, ceux qui ont aujourd'hui 58 ans, vont partir à la retraite. On vient d'entendre le cri d'alarme de Jean Lassalle sur l'état de l'agriculture française. Selon lui, 260 exploitations françaises disparaissent chaque année. C'est un chiffre énorme, mais est-il exact? Eh bien oui, selon les dernières données de l'INSEE, le nombre d'exploitations agricoles est passé de 490 000 à 450 000 de 2010 à 2013, un rythme qui est resté stable ces 10 dernières années, et ce qui veut donc dire moins 40 000 exploitations en 3 ans. Et cela revient effectivement à la disparition de 256 exploitations, et très exactement par semaine. Jean Lassalle a donc raison quand il brandit cette statistique. Est-ce que ça veut dire, Tam, que l'agriculture française est en train de disparaître? Ah non, ça c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque toujours selon l'INSEE, la surface agricole en France, elle ne diminue pas. Elle continue à s'étendre sur près de 28 millions d'hectares. Le nombre d'exploitations baisse, mais la taille de ces exploitations augmente. La taille moyenne, elle était de 61 hectares en 2013 contre 56 en 2010. En clair, eh bien, ce sont les petites et moyennes exploitations qui disparaissent. En revanche, eh bien, le nombre de grandes exploitations, lui, augmente. Et lorsque Jean Lassalle explique qu'il n'y aura bientôt plus de lait pour nos enfants en raison de la disparition des exploitations agricoles, est-ce qu'il exagère également? Bien là encore, on peut en douter, puisque ce qui est valable pour les exploitations agricoles en général l'est bien sûr pour les exploitations laitières. Or, leur nombre a chuté de 37% entre 2010 et 2013, mais l'augmentation de la surface des exploitations a grandi d'autant, de plus 36%. La taille des troupeaux a augmenté, le quota moyen a augmenté et même le rendement des vaches a augmenté. Et on peut expliquer qu'il y a notamment plus d'exploitations car il y a de plus en plus d'associations d'agriculteurs qui préfèrent ainsi simplifier l'organisation pour faire des roulements, assister à des réunions, etc. En tout cas, la France reste le 2e producteur laitier de l'Union européenne derrière l'Allemagne. Mais quantité ne veut pas forcément dire qualité. Est-ce que l'augmentation de la taille des exploitations a un impact notamment néfaste sur la qualité du lait? Ben là encore, ce n'est pas aussi simple, aussi schématique. Il faut déjà savoir de quoi on parle quand on parle de qualité. On peut distinguer la qualité bactériologique qui est liée, elle, à l'hygiène de la traite, au logement des animaux. C'est une qualité qui est plutôt constante et qui peut être dégradée conjoncturellement lorsqu'on a recours par exemple à la robotisation, mais ça n'est pas lié à la taille. La qualité, ça peut être aussi le taux en matière grasse, le taux en matière de protéines. C'est ce qui fait que le lait est payé plus ou moins cher dans certaines industries. Et là encore, c'est plutôt une question d'alimentation de la vache, notamment si elle mange du pâturage ou encore de race de vache. Et puis enfin, quand on parle de qualité, on pense aussi à la perception qu'ont les uns et les autres du lait. Par exemple, le lait bio fourni par les animaux qui ont reçu moins d'antibiotiques et qui ont une alimentation sans pesticides. En tout cas, la qualité du lait, ce qui est très clair, c'est qu'elle est multifactorielle. Elle n'est pas liée à la taille des exploitations et elle n'est pas particulièrement en danger sur les prochaines années. En résumé, Jean Lassalle utilise des statistiques justes, mais il n'en tire pas les bonnes conclusions, qu'il s'agisse de la disparition de l'agriculture ou de la qualité du lait. Merci beaucoup Tam pour toutes vos explications. Suite à présent de notre série consacrée aux candidats en campagne sur le terrain. Direction Lyon où nous avons suivi François Asselineau, le candidat du Frexit. Il milite pour une sortie de la France de l'Union européenne. Reportage de Mounir Soussi et Héloïse Grégoire. Ce qu'on fera, c'est qu'on installera un modèle de t-shirt en vitrine, d'accord ? Dernier briefing pour ces militants lyonnais de l'UPR. Leur mission du jour, installer la boutique souvenir du parti pour ce meeting de François Asselineau.
Ce groupe s'affaire bénévolement, principalement motivé par le mot d'ordre au cœur du projet de leur candidat. C'est la solution, le Frexit. C'est la solution. Hein? L'autre Europe n'est pas possible. Comme l'Europe est ultra-libérale, ça ne correspond pas au pays. Le pays ne veut pas ça. Le département du Rhône compte 600 adhérents, le plus souvent recrutés sur Internet. L'outil de communication centrale pour ce parti fondé en 2007. C'est l'arrivée, l'émergence à la surface de ce courant qui est assez profond, à mon avis, en France, qui est frustré de la, de la couverture médiatique générale des grands sujets et qui s'est coagulé autour d'Internet. Cette frange de l'électorat fédéré sur les réseaux sociaux exprime une grande défiance vis-à-vis des médias traditionnels, accusés d'occulter les sujets portés par François Asselineau et de traiter le candidat avec condescendance. Quand un journaliste dit à François Asselineau « vous, un petit candidat », mais de quel droit il se permet de le traiter de petit candidat? Lui, c'est pas un petit journaliste, par exemple? Alors, il n'y a pas de petit candidat. Il y a des candidats, point, à la ligne, c'est tout. Dont François Asselineau, sans jugement. L'égalité du temps de parole en vigueur depuis 10 jours, synonyme de nombreux passages dans les médias, apporte une exposition nouvelle sur laquelle le mouvement tente de capitaliser. Depuis que maintenant j'ai la notoriété nationale, on a effectivement une dynamique qui s'est accélérée. Actuellement, on a entre 200 et 300 adhésions par jour. On a franchi le cap des 25 000 adhérents à l'Union populaire républicaine. Et puis je vois que je fais des meetings où il y a beaucoup de monde. Ce soir-là, 1500 personnes ont fait le déplacement. Ces meetings-conférences peuvent s'étaler sur plus de 3 heures. Une durée qui n'effraie pas ses sympathisants, bien au contraire. Lui, en fait, il explique les choses. Il va au fond des choses. Les autres candidats, ils sont là, ils balancent des phrases types. Moi, ça fait des années que je ne vote plus. Je ne vote plus depuis 2004, je crois. J'ai arrêté de voter. Et cette année, pour la première fois, je vais retourner voter. Qualifié pour la première fois à la présidentielle, François Asselineau va pouvoir constater si sa popularité sur Internet et les réseaux sociaux se traduit concrètement dans les urnes. Dernier volet à présent de nos reportages sur les enjeux de cette élection présidentielle. Le palais de justice de Bourges nous a ouvert ses portes. Alors comment fonctionne la justice au quotidien quand les moyens manquent? C'est un reportage de Quentin Calmet avec Jonathan van der Verde. Le tribunal de grande instance de Bourges, c'est près de 20 000 nouvelles affaires en 2016. Le plus souvent des cas de délinquance du quotidien, comme des cambriolages ou des délits routiers. Dans les affaires les plus graves, les prévenus sont jugés en comparution immédiate. Au tribunal de grande instance de Bourges, 2 personnes comparaissent aujourd'hui. La première pour homicide involontaire alors qu'elle conduisait ivre. La seconde pour conduite sans permis et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Des cas typiques, nous dit-on ici, des affaires traitées dans ce tribunal. Dans la salle d'audience, le silence est lourd. Le procès a lieu quelques semaines après les faits. Mesdames et messieurs, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Stéphanie Jamet est l'avocate des victimes. Son rôle, accompagner, expliquer la procédure judiciaire. Pour ses clients, voir la justice agir rapidement est une bonne chose. On participe à la compréhension. Il est des décisions qui ne sont pas audibles ou compréhensibles, notamment de victimes. C'est un devoir, je le vois ainsi, d'assistance, de conseil, mais d'assistance pour parvenir à cette compréhension et voir que la justice fait son œuvre parce qu'elle fait son œuvre. Bertrand Couderc est président du syndicat des avocats de France. Selon lui, la relation entre les citoyens et la justice est aussi une affaire de moyens. Quand on rencontrait des familles qui n'ont pas l'habitude des palais de justice, et qui se trouvent pris dans la justice, on parle de la justice pénale bien sûr, qui se trouvent pris dans des problèmes comme ça, c'est souvent ressenti comme étant peu humain et d'une grande violence. Donc il est important, et beaucoup de magistrats y font attention à ce que les gens soient bien reçus, que leur dossier soit bien étudié et que le procès soit équitable. Et quand c'est fait comme ça, les gens comprennent beaucoup mieux la décision qui est prise. Et quand elle est prise, au contraire, dans la précipitation, avec parfois très peu de moyens, parce que la justice fait aussi avec ce qu'elle a en termes de moyens, ben c'est souvent beaucoup moins bien pris. Et là, c'est source de ressentiment et d'agressivité de la part de ceux qui ont été condamnés, qui sont à mon avis très préjudiciables pour le fonctionnement social.
de conciliation. Joël Garrigue est procureur de la République à Bourges. La gestion des moyens et de ses équipes est au cœur de son travail. C'est effectivement l'un des problèmes majeurs de la justice en France. Nous avons, pour ce qui est du parquet, en moyenne 2,8 magistrats du parquet pour 100 000 habitants au niveau national, et ce chiffre fait de nous l'avant-dernier des pays du Conseil de l'Europe. À Bourges, nous avons 1,6 magistrats pour 100 000 habitants. Donc nous sommes encore en dessous de cette moyenne nationale. Le siège, les juges sont en nombre également extrêmement insuffisant, ce qui ne permet pas de créer des audiences supplémentaires, ce d'autant qu'il y a des postes de juges qui ne sont pas pourvus au tribunal et qu'actuellement au parquet, il y a un poste de substitut qui est vacant. Donc ici, nous sommes dans le bureau de M. Régas, qui est un des magistrats du parquet, qui a une particularité, c'est que c'est un magistrat placé. C'est-à-dire qu'il fait partie des 2 magistrats qui sont à la disposition du procureur général de la Cour d'appel, qui les délègue dans les tribunaux pour nous aider à faire face, et notamment à faire face au fait que pour l'instant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il me manque un magistrat sur les 5 qui sont prévus à l'effectif. Donc c'est lui qui vient compenser l'absence de ce magistrat. Et il est notamment chargé des mineurs. Les mineurs étant une population pénale particulièrement remuante, on ne peut pas évidemment attendre que le poste soit pourvu pour s'occuper de la délinquance des mineurs. Donc j'avais absolument besoin de quelqu'un pour venir nous renforcer. Avocats, magistrats du siège, magistrats du parquet, tous s'accordent sur un point. La question de la justice et de ses moyens reste un thème insuffisamment traité lors de cette campagne présidentielle. Yannick Gressot, vous êtes président du tribunal de grande instance. Ici à Bourges, c'est vous qui gérez les magistrats du siège. Combien êtes-vous ? Alors les magistrats du siège sont très exactement 18 en principe. Il y a actuellement 3 postes vacants et nous avons 5 magistrats au parquet, ce qui fait un total de 23 magistrats en théorie. Et à ces postes de magistrats vacants, est-ce que ça pose des difficultés ? Ça pose des difficultés importantes puisque effectivement sur une structure de 18 magistrats, 3 absences, ça représente un pourcentage important de postes vacants. Et il faut pourvoir au fonctionnement normal de la juridiction en tenant compte effectivement de ce sous-effectif, de ces problèmes d'effectifs amoindris. C'est toujours une difficulté. Les juridictions sont configurées pour répondre à des besoins et elles présentent en principe un certain nombre de postes disponibles, mais il y a des vacances, c'est un peu récurrent dans l'ensemble de l'institution. C'est beaucoup plus gênant dans les petits tribunaux. À Bourges, nous sommes une juridiction moyenne qui peut encore pallier à ce genre de problème parce que nous pouvons nous suppléer les uns les autres plus facilement. Mais dans les très petites juridictions, c'est véritablement difficile. À quoi est due la vacance de ces postes ? Alors la vacance de ces postes est due à des raisons assez nombreuses. La raison principale, c'est que le corps judiciaire, le corps des magistrats ne comporte pas un nombre suffisant à l'heure actuelle de magistrats pour faire fonctionner les juridictions. C'est-à-dire que la structure de base, la structure de référence est insuffisante. Il y a des efforts qui sont manifestés par le ministère de la Justice pour essayer d'augmenter le nombre de postes disponibles. Mais nous souffrons encore de manière chronique, je dirais, d'une inadaptation partielle du nombre des magistrats aux fonctions qu'ils sont censés exercer. J'ai une question plus générale à vous poser. Est-ce que selon vous, en 2017, la justice travaille de façon sereine ? Alors sereine, c'est un adjectif particulièrement intéressant à commenter. Je pense que la justice doit fonctionner de manière sereine. Et je dirais, pour ajouter ma dimension personnelle, je dirais qu'elle fonctionne de façon sereine. Dans l'opinion publique, on peut dire que parfois la justice en France est laxiste. C'est un paradoxe. On sait aussi que les prisons sont avec un taux de surpopulation carcérale très important. Comment expliquer ce paradoxe dans l'opinion publique de penser qu'elle est à la fois laxiste et en même temps cette surpopulation ? Alors je pense que vous avez mis le doigt vous-même sur la contradiction finalement qui nous est souvent opposée, c'est-à-dire que la justice statue, elle n'est bien évidemment pas laxiste, elle applique la loi, elle applique les textes, elle tient compte de la personnalité, donc dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure de l'auteur des faits ou en matière pénale. Donc la justice fonctionne en appréciant très exactement les litiges auxquels elle est confrontée et elle ne saurait céder, je dirais, à l'opinion publique, à la rue. Elle doit appliquer une mission qui est une mission régalienne, une mission qui est voulue par l'État, qui est un service public de l'État, et elle se réfère à des dispositions très précises qu'elle applique. Elle est sereine, oui, parce que nous exerçons, nous, une tâche très importante. Nous rendons la justice au nom du peuple français. Donc c'est une notion très importante pour nous et nous ne devons pas nous détacher de cet impératif-là. Une dernière question, est-ce que, selon vous, dans la campagne, les dossiers qui concernent la justice, est-ce que le thème de la justice, d'une façon générale, est assez abordé et de façon qualitativement correcte, selon vous ?
Je dirais qu'il est abordé peut-être dans des conditions qui ne nous satisfont pas, il faut le dire, parce que le thème de la justice est toujours abordé, ce qui est un peu navrant, en termes de sensationnel, en termes de retentissement médiatique, alors que nous avons besoin peut-être d'une attention qui soit un peu plus dépassionnée et beaucoup plus technique et beaucoup plus précise. Et sur ce terrain-là, bien évidemment, je ne vise personne, je suis astreint à une obligation de réserve comme tous mes collègues, mais je ne vise personne, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le débat de ces élections présidentielles est particulièrement pauvre en termes de propositions pour l'institution judiciaire. Je n'en entends pas beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de nous avoir accordé cette interview. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dimanche 23 avril pour une soirée événement sur les chaînes parlementaires de 19h à minuit. Analyse directe et décryptage des enseignements de ce premier tour en compagnie d'Arnaud Ardouin. Nous serons en direct des différents QG des candidats de cette élection présidentielle qui décidément nous réserve bien des surprises. Bonne soirée et à dimanche.